Donc avant de vous présenter les choses dans le détail, je veux absolument remercier mes collaborateurs, qui sont donc les personnes qui ont réalisé les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Alexandre Diafil, Katia Lehong, Benjamin Morillon, Delphine Roussillon, Monica Zilbovicius pour les travaux sur l'autisme et Franck Ramu pour les travaux sur la dyslexie. Oula! Ah, j'aurais dû vérifier mes slides avant parce que là, c'est pas bon. J'espère que ça ne va pas être comme ça tout le long. Donc je vais commencer par vous parler de perception de la parole. C'est peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre pourquoi dans la dyslexie la perception de la parole est quelque chose de très important. Donc je vais passer un bon moment à cette introduction parce que je suis obligée de vous expliquer dans le détail ces arguments qui consistent à comprendre pourquoi le traitement temporel est particulièrement important dans la dyslexie. Ensuite, je vais parler de dyslexie et puis je parlerai à la fin un peu d'autisme aussi et vous comprendrez pourquoi. Et je terminerai par quelques mots sur la rémédiation possible des problèmes qui surgissent dans la dyslexie. Alors, la parole humaine est un signal qui est continu. Et c'est une difficulté particulière d'extraire de l'information d'un signal qui est continu. On croit que c'est facile parce que nous on a appris, mais en fait l'enfant, quand il est soumis à la parole de sa maman, son papa, etc., dans les premières étapes de sa vie, il va devoir arriver à segmenter ce flux qui est continu et arriver à faire des petits paquets qu'il va pouvoir mettre en relation avec des objets qu'on va lui présenter et des concepts. Le langage écrit, par contre, c'est des signes et des sons qui sont discrets. Et toute la difficulté va être de mettre en relation ce signal avec des sons discrets. Et à l'âge de 6-7 ans, l'enfant va être mûr pour repérer dans ce signal des petites unités qu'on appelle les phonèmes. Et il va pouvoir les mettre en relation avec ce qu'on appelle les graphèmes, qui sont donc plus ou moins les lettres de l'alphabet. Alors, les très jeunes enfants discriminent très finement les sons de parole, c'est-à-dire que les enfants vont être capables de distinguer ce son-là d'un son qui est très proche. Donc les bébés sont très forts pour ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont une représentation explicite d'un phonème. Donc même s'ils sont capables de faire la différence entre deux consonnes qui sont très proches au plan acoustique, ils n'auront pas la représentation mentale. Donc le phonème, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer, est une construction mentale dont la qualité va reposer sur une bonne segmentation du flux auditif. Et là, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas complètement trivial, cette affaire. Ici, vous avez une phrase, donc c'est représenté sous forme de variation de l'énergie acoustique en fonction du temps. C'est la phrase en anglais « Cats and crocodiles don't play together ». Donc « cats », je pense que c'est clair ce que ça veut dire pour tout le monde. Donc ce qu'on voit dans ce signal, c'est des fortes variations d'énergie qui vont plus ou moins signaler la structure syllabique dans la phrase. Mais vous voyez ici qu'il n'y a rien qui vous permet de dire, de distinguer des phonèmes là-dedans. Alors on peut utiliser une représentation qui est plus fine. Ici, on a décomposé le signal dans toute sa richesse spectrale, dans toute la richesse audio. Donc la parole, en fait, comprend des fréquences qui vont de 0 à 20 000 Hz. Elles sont représentées ici. Et ici, ce qui est en code couleur, c'est-à-dire plus c'est noir, plus on a ces variations d'énergie. Donc les variations d'énergie sont représentées en couleur. Et là, on va voir des choses plus fines. Et notamment, il est très facile dans ce signal-là de repérer les voyelles qui se caractérisent toujours par ces bandes horizontales qu'on appelle les formants. Par contre, au niveau des consonnes, ça reste très difficile parce que la plupart des consonnes donnent ce grand burst d'énergie qui comporte beaucoup de ces fréquences. Et par exemple, ici, c'est le ts. Il n'y a rien qui va vous dire dans ce signal acoustique qu'on va passer d'un phonème à l'autre. Donc, le problème est compliqué pour l'enfant. Alors, ce qui peut l'aider, c'est le fait qu'en même temps qu'il apprend à percevoir la parole, il va aussi apprendre à parler la parole et son plan articulatoire va l'aider à se former des très bonnes représentations de l'acoustique qui va avec. Par exemple, le be est souvent confondu. Au niveau acoustique, c'est très proche. Mais dans le plan articulatoire, l'enfant va apprendre que be correspond à une fermeture des lèvres qui est plus antérieure que le ve. Et grâce à ça, il va pouvoir s'aider à raffiner
les images mentales qui se fait des phonèmes. Une autre chose qui est très importante, à prendre en compte, c'est que ce signal de parole, ce n'est pas un signal n'importe lequel qui existe dans l'environnement, c'est un signal qui est produit par le cerveau humain. Ça veut dire que les caractéristiques acoustiques de la parole, et notamment cette structure rythmique, est quelque chose qui est produite par le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, lui, est fait pour produire ces modulations à cette fréquence, et en particulier le rythme syllabique correspond aux variations, aux mouvements naturels de la mâchoire qui vont se produire donc naturellement autour de 4 Hz. C'est le plus confortable. Et il se trouve que dans notre cerveau, nous sommes équipés d'une machinerie neuronale qui elle-même est oscillante. Nos neurones, quand ils se groupent ensemble pour produire de l'activité, ils vont avoir tendance à produire une activité qui est elle-même rythmique. Et il se trouve que dans notre cortex auditif, on a ces oscillations, c'est donc les oscillations dont Stanislas parlait avant, on a ces oscillations qui existent dans notre cerveau au repos et qui vont avoir une fréquence qui va être proche du rythme syllabique. Donc, il va y avoir une résonance particulière entre la parole et l'activité de notre cortex auditif. Et c'est ça qu'on a particulièrement étudié dans mon laboratoire. Donc là, les oscillations neurales captent les modulations d'énergie du signal et vont permettre sa segmentation. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, segmenter la parole continue. Donc, comme je le disais, ici, on a des grosses variations d'énergie qui correspondent aux syllabes. Elles sont facilement repérables. Donc, l'enfant, par exemple, va pouvoir assez facilement segmenter les syllabes. Là, on a la représentation acoustique complexe du mot « chat ». L'enfant n'a pas forcément besoin de voir beaucoup de choses à l'intérieur de cette représentation au départ. Il peut tout à fait apparier le mot « chat » avec le concept de chat. On lui répète autant de fois que nécessaire, chat, chat, voilà, il apparaît. Et c'est seulement donc au cours des 7 premières années de la vie, 6-7 premières années de la vie, et surtout donc au moment de la lecture, qu'on va lui demander de prendre conscience que chaque mot est composé d'un certain nombre de phonèmes. Et la lecture va donc être la mise en relation de ces graphèmes, de ces symboles du langage écrit, avec les phonèmes qu'on lui demande de se construire mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre cerveau, justement, qui va nous permettre de construire des représentations phonémiques? Alors, d'abord, on a cette oscillation lente, dont je vous ai déjà un peu parlé, qui est à peu près à 4 Hz, qu'on appelle le rythme θ, qui est présent dans notre cortex auditif et qui a des caractéristiques tout à fait idéales pour suivre la structure syllabique du signal de parole. Alors, ce rythme θ, il est intéressant parce qu'en fait, il ne va pas être complètement strict dans sa fréquence et il va avoir la capacité de suivre, de s'adapter à la structure syllabique. C'est-à-dire que au repos, on va avoir une activité assez régulière. Par contre, lorsqu'on présente de la parole, on va avoir une activité θ qui est un peu plus irrégulière et qui va suivre la structure des syllabes. Et on a aussi, dans notre cortex auditif, un autre type d'oscillation, beaucoup plus rapide, qui, justement, va avoir la bonne fréquence, en l'occurrence 30 à 40 Hz, pour découper l'information en phonèmes. Alors, il faut comprendre que ce que j'exprime sous forme de fréquence, il s'agit donc d'une oscillation, donc une onde. Ce qui est intéressant dans cette onde, c'est la fenêtre temporelle qu'elle permet au cerveau d'intégrer. Et en l'occurrence, l'onde gamma, le rythme gamma, va permettre de faire des petits segments de parole d'environ 25 à 35 millisecondes, qui sont d'une échelle intéressante pour caractériser les phonèmes, alors que l'échelle θ, 150 à 250 millisecondes, est une échelle donc plus lente, qui va correspondre à l'intégration que notre cortex auditif fait pendant 200 millisecondes. Et ce qui est important, c'est que ces deux oscillations ne sont pas indépendantes, mais le rythme θ va en quelque sorte contrôler le rythme gamma. Le rythme θ, lui, il va
s'adapter à la fréquence syllabique. Le rythme gamma va beaucoup moins s'adapter. Par contre, il va être contrôlé par le rythme θ. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce mécanisme. Donc c'est un peu compliqué, j'en ai conscience. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas forcément grave. On rattrapera au moment où je commencerai à parler de dyslexie. Alors, pour résumer, la structure syllabique de la parole apparaît sous forme de forte modulation d'énergie dans le signal de parole. La fréquence est à peu près 5 à 6 Hz, donc 5 à 6 syllabes par seconde. La structure phonémique n'apparaît pas clairement dans le signal acoustique. Les oscillations neurales, on pense, c'est encore une hypothèse qui est de plus en plus validée, mais ça reste quand même de la recherche en développement. On pense que les oscillations neurales permettent de repérer les syllabes, elles vont suivre le rythme syllabique et elles vont permettre de reconstruire des unités phonémiques en contrôlant le rythme gamma qui lui permet un découpage fin de la parole. Alors, que sont les oscillations neurales? J'ai déjà un peu évoqué. Les oscillations neurales, c'est un signal qu'on va mesurer à la surface du cerveau ou qu'on peut mesurer aussi avec des électrodes qui sont implantées dans le cerveau mais qui ont des contacts qui vont permettre d'enregistrer l'activité d'un grand nombre de neurones. Ce n'est pas du tout de l'activité d'un seul neurone. Au contraire, ça va refléter le fait que les neurones individuels vont avoir tendance toujours à produire des décharges neuronales synchronisées les uns avec les autres. Donc, comme vous voyez ici, la synchronisation n'est pas parfaite. Il va y avoir un neurone, celui-ci va décharger avant celui-ci, celui-ci encore avant. Mais globalement, il va y avoir une espèce de synchronisation qui fait que quand on mesure le signal au niveau du scalp, on va avoir cette oscillation qui, elle, nous apparaît régulière. Voilà. Donc, dans le signal de l'EEG, par exemple, on peut voir des différentes fréquences dans le signal. On voit que là, il y a des oscillations lentes, et par-dessus ces oscillations lentes, on peut voir des oscillations plus rapides. Alors, donc, je vais rentrer dans les détails des mécanismes de segmentation dans le cortex auditif. Donc, comme vous le savez peut-être, le cortex est organisé en colonne corticale, c'est-à-dire la matière cortex en fait, est composée de juxtapositions de colonnes corticales qui peuvent être vues comme des microcircuits. Donc là, on a une très belle représentation d'une colonne corticale. Donc on voit différentes choses. On voit que ces colonnes sont composées de différentes couches. On voit que, par exemple, les dendrites de cette couche profonde sont présents dans la couche superficielle. Donc on voit que ces cellules-là vont recevoir de l'information de la surface, etc. Donc on peut, comme ça, intuiter qu'il y a un microcircuit qui va être associé à cette colonne corticale. Et ce microcircuit, ça nous sert de modèle. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette colonne, dans le cortex auditif. Donc, ça, c'est un modèle, si on veut, un modèle théorique qu'on a proposé avec mon collègue David Puppel, qui travaille à l'Université de New York. Donc, l'idée qu'on a, c'est que là, on a notre signal de parole qui va rentrer dans l'oreille, qui va être traité jusqu'au cortex. Et au niveau du cortex auditif, dans la couche 4, qui est la couche d'entrée, en fait, on va avoir une représentation assez conforme, enfin assez temporellement conforme, qui va refléter la séquence d'activation qu'on appelle un spike train, un train de spike, de décharge neuronale, qui va être continu. Et ce qu'on pense qui se passe, c'est que dans les couches superficielles, où il est connu qu'on va observer le plus d'activité oscillatoire, on a des circuits, on a a priori 2 circuits. Un circuit qui va produire de l'activité θ, un circuit qui va produire de l'activité gamma, et à la sortie, donc cette information-là va être traitée par ces circuits, et à la sortie, on va avoir une information neurale qui est beaucoup plus organisée au plan temporel et qui va donc pouvoir être lue par les régions supérieures du cerveau qui vont vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans le cortex auditif. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui est représenté là, mais pour des raisons didactiques, on peut voir ce que fait cette machinerie ici, comme donc organiser dans le temps le signal et notamment amplifier des périodes codantes, donc là où on va avoir le code de la parole, et des périodes
qui seront moins codantes et qui vont être nécessaires pour le décodage de la parole. Et là, je vais vous présenter une expérience qui va, j'espère, vous donner l'intuition de l'importance de ce temps de décodage de la parole. Donc, ça, c'est une expérience qui a été faite par un collègue aussi avec qui nous collaborons, qui est à Boston University, Odette Gitza. Je trouve qu'elle est de 2007, ce n'est pas tout à fait récent, mais il n'y a toujours pas mieux. Je la trouve absolument lumineuse, cette expérience. Donc Odette, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de la parole normale et puis il l'a comprimée. Il l'a rendue très rapide. Et lorsqu'on fait ça, on ne peut plus la comprendre. Donc là, on a une parole qui est comprimée et qui est parfaitement incompréhensible. Vous avez tous entendu de la parole accélérée. La différence, c'est que dans son cas, quand on a l'habitude d'entendre la parole accélérée, en général, elle est plus aiguë. Là, il a fait en sorte que la parole n'ait pas de modification de hauteur. Donc c'est de la parole tout à fait normale, mais parfaitement incompréhensible. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé ce signal en petits morceaux de 40 millisecondes, donc à peu près la taille d'un phonème. Et entre ces petits morceaux, il a juste ajouté rien, en fait, une bande de silence. Donc, ça veut dire qu'il a dégradé le signal, il l'a rendu inintelligible. Ensuite, il l'a redégradé, puisqu'il a introduit du silence, c'est-à-dire qu'il n'a introduit aucune information. Et à ce moment-là, la parole redevient intelligible. Donc ça, c'est un peu miraculeux. Et le miracle vient du fait qu'en introduisant ces petits moments de silence, ce qu'il a fait, c'est qu'il a restauré la syllabicité. Il a restauré un rythme syllabique. C'est-à-dire que même si l'information ici est très dense et incompréhensible, on voit que notre cerveau n'est pas limité par la lecture de cette densité, il va être limité par le temps nécessaire pour traiter cette information et pour pouvoir la comprendre. Et on comprend bien qu'effectivement, on va piocher l'information et on va l'échanger avec le reste du cerveau et que tout ça prend un certain temps. Donc ça, c'est la courbe psychophysique qui correspond à cette expérience. Donc là, on a les erreurs et on voit qu'on a un taux d'erreur qui est minimal lorsque le silence qui est inséré fait 80 millisecondes, c'est-à-dire que si on fait 80 millisecondes plus les 40 millisecondes de chaque petit segment, on a environ 120 millisecondes qui rentrent dans le rythme θ. Donc on voit qu'en restaurant la syllabicité, en restaurant le rythme θ, on va avoir une intelligibilité du signal. Donc, avec mon collègue David Poeppel, on a imaginé que les choses pouvaient se passer comme ça, à savoir qu'on a toujours notre signal de parole, on a ce signal qui arrive sur la couche 4 du cortex auditif, comme je le disais, dans une représentation temporellement exacte du signal, mais qui n'est pas très structurée. Ensuite, la forte activité qu'il y a en général au début d'un signal acoustique va ce qu'on appelle rephaser les oscillations. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a des oscillations, gamma et θ, mais elles ne sont pas très fortes déjà, parce que les populations font un peu ce qu'elles veulent chacune les unes des autres. Et donc ce signal va resynchroniser tout le monde. Donc on va avoir une activité θ qui d'un coup va devenir plus forte, et puis on va avoir un contrôle de cette activité θ sur l'activité gamma, peut-être aussi une resynchronisation du gamma directement par le stimulus. Toujours est-il que grâce à ce contrôle, on va avoir création de périodes de forte excitabilité neuronale pendant lesquelles on va pouvoir encoder la parole et des périodes de faible excitabilité neuronale qui, comme on le voit ici, sont tout à fait admissibles puisque dans la parole, on a aussi des moments où il y a moins d'informations. En général, l'information qui est clé pour la compréhension de la parole, c'est le début des syllabes qui commencent par des consonnes. Les voyelles durent très longtemps, on n'a pas énormément besoin de temps pour traiter et d'énergie neurale pour traiter les voyelles. Par contre, il faut que tout ce que le système est capable de donner puisse le donner au début, à l'onset des syllabes.
Donc ça, c'est un schéma qu'on a proposé en 2012. Et puis, on s'est donné comme mission de le valider, plus ou moins. Donc, pour valider, on a de l'électrophysiologie humaine avec des électrodes implantées, donc ce qui est le cas chez des patients qui souffrent d'épilepsie. Donc, pour localiser le foyer épileptogène, on leur met des électrodes qu'on va pouvoir enregistrer. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les patients sont rares, c'est compliqué parce que les signaux qu'on cherche ne sont pas faciles à observer. On n'a pas fait énormément de progrès sur le plan de l'électrophysiologie. Beaucoup de collègues ont fait des progrès avec de la magnétoencéphalographie. On en sait quand même plus actuellement. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est essayer d'en savoir le plus possible, le plus rapidement possible, en utilisant la modélisation. Donc là, ça devient compliqué, mais on va essayer de voir ça d'une façon très simple. Ça ne peut que être simple, puisque je ne suis pas physicienne et mathématicienne. Et néanmoins, j'ai dirigé ce travail, donc si j'ai ces intuitions-là, je pense que tout le monde peut les avoir. L'idée, c'était de créer un modèle neurocomputationnel, mais qui a des propriétés qui sont proches de l'activité des neurones. Alors, on a pris un modèle de base qui s'appelle PING, qui comporte des neurones pyramidaux excitateurs et des neurones inhibiteurs. Et quand ils se parlent entre eux, ils font une boucle qui va produire de l'activité gamma. On a couplé à ce réseau gamma un réseau θ. Et on a, bien qu'on ait assez peu de données sur quels sont vraiment les modes de production de l'activité θ dans le cortex auditif, on a fait l'hypothèse que la façon dont le θ est produit est à peu près similaire au gamma, donc on a interaction entre des excitateurs et des inhibiteurs. Et puis, sur ce circuit, on a fait arriver un signal qui est traité par un modèle de l'oreille interne qui est assez connu et assez standard, qui va décomposer en fait le signal de parole en un certain nombre de bandes de fréquences. Ce n'est pas important de comprendre ça. Bref, donc le signal de parole est traité et arrive sur ce circuit. Et ce qui est important dans ce circuit, c'est le contrôle de l'activité θ sur l'activité gamma. Et on va voir les effets que ça peut avoir si on a ou si on n'a pas ce contrôle. Alors, donc un tel réseau va produire des spikes, des décharges neuronales. Donc là, on a à peu près, je crois, 80 neurones excitateurs gamma, des neurones inhibiteurs gamma. On a un peu moins, parce que ce n'était pas nécessaire, de neurones θ excitateurs et inhibiteurs. En général, les inhibiteurs commencent à s'activer, ce qui va induire de l'activation chez les excitateurs, etc., etc. Donc ce qu'on voit, c'est que notre réseau produit de l'activité spontanée, de l'activité gamma et de l'activité θ. C'est comme le cortex auditif au repos. Et là, lorsqu'on lui présente de la parole, eh bien, on va voir ce qui se produit. Donc, le but de cette modélisation, c'était justement de voir qu'est-ce que fait le θ, qu'est-ce que fait le gamma sur le signal de parole. Donc, on voit ici qu'on a effectivement une resynchronisation de ces oscillations et surtout une structuration particulière de l'activité gamma lorsque la parole est présentée. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va décoder l'activité gamma, puisqu'on sait que l'activité gamma est produite dans les couches superficielles et que c'est donc cette activité qui va être lue par les régions supérieures qui sont dans le cerveau et qui ont envie de savoir ce qui se passe dans le cortex auditif. Donc ça va être notre code de sortie et on a donc essayé de décoder ce qui sort de notre modèle ici. Donc ça, c'est la même chose, hein, c'est d'autres stimuli. Donc on a plusieurs syllabes ici. Alors la première chose qui était importante de comprendre, c'était ce que fait le rythme θ. Et ici, on a l'activité du rythme θ en réponse à la parole. Et ici, on a un découpage que des personnes professionnelles ont fait sur ces stimuli. C'est-à-dire que c'est des phrases, ils ont entendu les phrases, et puis un certain nombre de listeners, le mot en français m'échappe, mais bref, ont écouté, et puis on dit, voilà, les frontières syllabiques, elles sont là, là, là et là. Donc c'est ce que vous voyez en gris ici. Et on voit que notre rythme θ est vraiment extrêmement bien synchronisé avec
ce qu'une oreille humaine est capable de faire. Et notamment, comme je le disais au début, ce rythme θ va de façon flexible suivre les onsets des syllabes. Il n'est pas complètement rigide. C'était d'ailleurs toute la complexité de ce modèle, c'était d'arriver à faire un modèle qui produit des oscillations, mais qui produit des oscillations qui soient capables de se laisser entraîner, dans une certaine mesure, par le signal de parole. Alors, ce qu'on a fait, ensuite, on a entraîné un algorithme de classification, d'apprentissage, un classifier, sur un certain nombre de nos données. Donc, on lui a expliqué, voilà, ce code-là correspond à cette syllabe. On lui a expliqué ça un certain nombre de fois. Et ensuite, on lui présente des données qu'il n'a jamais entendues. Et à ce moment-là, il doit nous dire quelle syllabe c'était. On a regardé 3 types de réseaux. On a un réseau intact, un réseau où on a coupé cette connexion et un réseau où le θ n'est pas contrôlé par le stimulus. Bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a le réseau intact et qu'on analyse non pas le nombre de décharges neuronales qui a été produit pendant cette période, mais qu'on analyse comment ces décharges neuronales sont produites au cours du cycle θ, donc ça c'est très important, on va avoir un bon décodage. Si on ne prend pas en compte le cycle θ, on n'a pas de décodage. Si le θ ne peut pas contrôler le gamma, on a un moins bon décodage. Et si le θ n'est pas informé par stimulus, on a un moins bon décodage aussi. Donc là, ce qui était intéressant avec ce modèle, c'est de voir ce que vraiment des oscillations sont capables de faire. Donc ça, je pense que pour l'instant, ça n'avait jamais été fait. Des bruits courent depuis des dizaines d'années sur ce que font les oscillations. Ce sont des choses, en général, des études qui sont corrélationnelles. Donc, on voit que telle modulation des oscillations est associée à tel comportement, etc. Mais là, je pense qu'on voit la causalité, et donc c'est ce qui est intéressant. Donc, ce qui nous intéresse dans la dyslexie et dans l'autisme, c'est que se passe-t-il si cette machinerie oscillatoire ne fonctionne pas? Donc, si on a une anomalie au sein du circuit gamma, le gamma, c'est celui qui va couper en tout petites unités, on va avoir des anomalies du format phonémique. Si on a des anomalies dans cette partie du circuit, la partie θ, on va avoir des anomalies du découpage syllabique. Et comme le θ contrôle le gamma, les anomalies vont évidemment être beaucoup plus sévères, puisqu'on aura, un mauvais découpage des syllabes qui ne permettra pas une lecture correcte des phonèmes. Alors, donc la dyslexie. Le phénotype, vous le connaissez tous. Le diagnostic, c'est une lecture très lente. C'est comme ça que les enseignants ou les parents sont attirés sur les problèmes de l'enfant. Une faible conscience phonologique, bon, ça c'est ce dont je vous parlais, c'est avoir conscience des phonèmes, être capable de dire si des mots riment, etc. Une dénomination lente. Si on présente à un enfant dyslexique des images, en principe, il va être plus lent pour nommer de quoi il s'agit, donc des chiffres, des couleurs, et des problèmes de mémoire verbale. Alors, il y a des anomalies anatomiques dans la dyslexie, je pense que vous le savez tous. On a des ectopies dans les parties qui sont justement intéressées par la perception de la parole et le langage en général. Donc, les ectopies, c'est ces espèces de petits bourgeonnements en surface du cortex. Ça correspond au fait que les neurones, au cours de la migration dans le cortex, donc en général, les neurones migrent du bas du cortex vers le haut. Et là, en l'occurrence, ils ont migré un tout petit peu trop loin. Donc, ça crée ces petits bourgeons. Alors, la grosse question, c'est comment relier ces anomalies à la lecture. La lecture, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Pourquoi des anomalies sur toute cette large portion du cortex ne donnent pas, par exemple, des anomalies de la perception de la parole? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, l'endophénotype qu'on propose, nous, parce que donc, on essaye de faire le lien entre ces anomalies anatomiques et une fonction, mais une fonction qui est plus basique que la lecture. On appelle ça un endophénotype. Donc on propose que des anomalies des oscillations du cortex auditif sont causées par des anomalies de la microcircuiterie neuronale. Et en particulier, si on se fie aux données de modélisation que je vous ai montrées, on devrait avoir des anomalies dans la partie gamma des signaux auditifs.
Alors, nos hypothèses plus spécifiques, c'est que les oscillations du gamma ne vont pas permettre un échantillonnage phonémique approprié, qui normalement est autour de, là j'ai mis 25, tout à l'heure je vous ai dit 30-40, c'est une fenêtre, ce qui conduit à des représentations phonémiques de format anormal. Donc quand on a commencé cette étude, personnellement, je ne savais pas si on allait trouver, évidemment si on allait trouver des anomalies gamma, mais si on les trouvait, je ne savais pas si on allait trouver du gamma plus rapide, ce qui correspondrait à des unités phonémiques plus petites, ou du gamma plus lent, qui correspondrait à une espèce de moins bonne discrimination parce que les unités sont plus larges. Par contre, dans l'hypothèse où on trouve du gamma plus rapide, c'est-à-dire un découpage plus fin de la parole, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ça puisse engendrer des problèmes de mémoire de travail parce que, en quelque sorte, pour chaque mot, la personne qui a un échantillonnage trop rapide va faire beaucoup plus de morceaux qu'une personne normale. Ça veut dire que dans sa tête, il va devoir manipuler plus de morceaux et donc devoir éventuellement peut-être saturer sa mémoire de travail. Ce qui est intéressant dans cette hypothèse aussi, c'est qu'il n'y a pas de problème de perception de parole si on a un échantillonnage qui est anormal, en principe. Du moment que ça reste à peu près correct, évidemment, si c'est une grosse pathologie. Mais normalement, un échantillonnage légèrement différent, ça ne donne aucun problème jusqu'au moment où on va demander à l'enfant d'apparier ses propres représentations avec celles de l'ensemble de la population universelle qui correspondent au son, qui correspondent au graphème. C'est seulement à ce moment-là qu'on va se rendre compte du problème. Il n'y a pas de raison de se rendre compte du problème avant l'acquisition de la lecture. Donc en gros, ça serait un problème qui est auditif, qui est général, mais qui ne pose aucun problème tant qu'on n'oblige pas l'enfant à avoir des représentations qui sont les mêmes que tout le monde. Alors, ce qu'on a fait pour mesurer l'activité gamma, c'est une expérience complètement basique, où on a en quelque sorte essayé de regarder la résonance du cortex auditif. Donc on a envoyé un son qui oscille dans le cortex auditif, c'est une expérience en magnétoencéphalographie, et on récupère du cortex auditif une réponse, et cette réponse va être d'autant plus forte que dans le cortex, il y a des oscillations qui sont présentes déjà. C'est tout à fait un phénomène de résonance, comme un pont qui se met en résonance. Et là, on voit qu'on va récupérer... ah oui, là par contre, je vais vous le montrer. Oui, si. On voit qu'on récupère une réponse qui est principalement, je ne sais pas, c'est pas très détaillé, on a besoin des capacités dont Stan parlait avant. Donc là, on voit à peu près que la fréquence max de la réponse est aux alentours de la fréquence 40 Hz, qui est celle qui nous intéresse. Alors, si on regarde, on peut ensuite projeter cette activité sur la totalité du cerveau. Si on regarde ce qui se passe aux alentours de 30 Hz, qui est la fréquence qui nous intéresse, on voit que la localisation est tout à fait autour des zones qui sont classiquement impliquées dans la perception de la parole. Il n'y a aucune parole dans cette expérience, je veux juste le préciser. Et là, on a l'activité qui est supérieure chez les contrôles par rapport aux dyslexiques, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un déficit à 30 Hz chez les dyslexiques. Alors, j'aime bien mettre cette image en relation avec cette image de Philippe Pinel, qui est à Neurospin, donc dans l'équipe de Stanislas, qui lui a fait une étude que je trouve aussi assez merveilleuse, où il a regardé en fait dans la population normale l'activité du cerveau qui va varier en fonction du polymorphisme d'un gène qui est impliqué dans la dyslexie. Donc lui, et tout ça c'était dans une tâche de lecture, je crois, si je me souviens bien. Donc il montre que lorsqu'on regarde chez des gens qui ne sont pas atteints de dyslexie, comment ce gène s'éloigne de la normale, en fait, en quelque sorte, et qu'on projette donc l'activité du cerveau pendant la lecture sur ce cerveau global, on va voir un problème qui est à gauche, dans cette région postérieure du lobe temporal, qui est exactement celle que nous, on trouve comme étant déficitaire d'un dyslexie. Donc je trouve ces résultats très beaux parce que c'est complètement des expériences complètement distinctes. Et donc, je pense qu'on tient quand même quelque chose. Ce qu'on observe, tout d'abord chez les contrôles, donc ici, vous avez l'effet et la magnitude, l'amplitude de cette réponse, et puis en fonction de la fréquence.
Donc ce qu'on voit chez nos sujets contrôle, c'est qu'à 30 Hz exactement, on a un petit bump d'activité qui va être dominant du côté gauche, qui est ce qu'on suppose être la fenêtre exacte qui va permettre une bonne analyse, un bon découpage phonémique. Et donc, ceci est d'autant plus remarquable qu'en général, ces réponses-là dominent à droite. C'est connu, ce type de réponse domine dans l'hémisphère droit, mais là, on a juste à gauche cette petite fenêtre qui est pour nous la fenêtre phonémique. Chez les dyslexiques, vous voyez que la situation est très différente. On n'a pas cette petite fenêtre et on a une très forte dominance à droite de ces réponses. Lorsqu'on regarde, parce que jusque-là, il n'y a toujours pas de lecture, c'est juste un son qu'on a envoyé dans le cortex auditif, on regarde comment cette activité va corréler avec la vitesse de lecture. Là, on essaye de regarder dans le domaine fréquentiel pour avoir une idée de la précision de tout ça. On voit que la corrélation, elle est très spécifiquement à une certaine fréquence. Donc, on a, encore une fois, on n'a pas prouvé de causalité, mais on a un indice que cette fréquence-là particulièrement est importante pour la lecture. Voilà. Ensuite, donc, on a regardé comment ces anomalies vont corréler avec la performance phonologique. Alors ici, ce sont les tâches qu'on a fait passer au sujet. Ici, on a une tâche de dénomination d'objets, donc d'images. Et puis ici, on a plusieurs tâches phonologiques. Donc on a les contrepétries, qui est quelque chose de difficile pour les dyslexiques, la répétition de non-mots et le digit span, c'est-à-dire il faut répéter un certain nombre de chiffres. Alors, ce qu'on peut regarder ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a plusieurs types de dyslexie qui sont là en noir, nos dyslexiques. On va avoir des dyslexiques qui vont être très peu affectés sur le plan de la réception phonologique, mais qui vont être très affectés sur le plan de la production, de la dénomination d'objets, qui est plutôt de côté production de parole. Et on va avoir au contraire des sujets qui sont peu affectés dans cette tâche de dénomination, mais qui sont très affectés dans la tâche plutôt perceptive. Donc, quand on met en relation ces données psychophysiques avec nos données basiques de résonance du cortex auditif, on voit la chose suivante. Donc ici, vous avez l'asymétrie de la réponse gamma. Lorsque les points sont de ce côté, c'est que la réponse domine à droite. Lorsque les points sont de ce côté, elle domine à gauche. Donc on a quand même plutôt une dominance à gauche dans la population normale, qui est ici. Et puis, on a cette très forte corrélation qui est tirée par un certain nombre de sujets qui, eux, ont une dominance forte à droite de la réponse gamma. Et donc, ces sujets-là, qui ont cette forte dominance à droite, vont être les sujets qui sont mauvais dans la dénomination d'image. On a la situation inverse quand on regarde plutôt la tâche de perception, ou du moins une mesure composite des tâches de perception. On a une situation inverse où là, on va avoir les sujets qui sont le moins asymétriques, qui sont le moins anormaux, on va dire, le moins asymétriques dans cette réponse gamma, qui, eux, vont avoir les scores les plus faibles dans cette tâche de perception de la phonologie. Donc ça, c'était un résultat qui était assez difficile à comprendre, mais qui peut tout à fait se comprendre si on raisonne en termes de compensation dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on va avoir, des sujets qui vont soit être bons au niveau réception de la parole, ils vont être bons parce qu'ils ont une bonne compensation par le cerveau droit, par le cortex auditif droit, donc ils vont pouvoir réceptionner correctement la parole. Par contre, comme la production de la parole est très latéralisée à gauche, ces sujets-là vont avoir des problèmes dans la dénomination d'objets qui va mettre en jeu un réseau qui est très latéralisé à gauche. Donc eux, ils vont devoir aller piocher des représentations qui sont distribuées entre les deux hémisphères, ce qui va leur poser problème. Ils vont avoir des problèmes pour dénommer les images et les objets. En revanche, ces sujets qui ont bien réussi à distribuer et à compenser un peu leur dyslexie en ayant des activités à gauche et à droite, ils vont être assez peu affectés non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Les sujets qui ont une forte asymétrie, qui ont conservé la symétrie à gauche, ne vont pas être handicapés pour la dénomination d'objets.
Donc tout ceci se comprend à peu près. Et il nous restait en fait à essayer d'expliquer les données de mémoire verbale, donc on a aussi mesuré chez ces sujets. Et là, on était un petit peu dans le flou, alors on a regardé comment les scores de mémoire verbale, qui est donc ce digit span, où on demande au sujet de répéter une liste de nombres, on s'est rendu compte en explorant toutes les fréquences qu'on a une corrélation négative avec les scores lorsque l'activité gamma est forte à une plus haute fréquence que la fréquence normale. Et lorsqu'on projette sur tout le cerveau cette activité, l'activité à cette fréquence, ce qui n'est pas ce qui est représenté là, on va avoir quelque chose qui implique le préfrontal et ces régions qui sont là pour coder l'information de parole au plan réceptif. Donc on a en fait, bon ça c'est la même chose plus ou moins. Donc les conclusions, c'est que chez les adultes dyslexiques, les oscillations gamma ont une fréquence plus haute que chez les contrôles, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste maintenant. Donc ça voudrait dire qu'ils vont construire des représentations phonémiques de plus petit format que les sujets contrôles. Ils traitent donc plus d'unités phonémiques par unité de temps, ce qui sature plus vite les capacités de mémoire verbale. Un nombre de mots égal le nombre d'unités phonémiques qu'ils ont à manipuler mentalement va être plus grand, ce qui va être handicapant. Les réponses oscillatoires auditives gamma dominent à droite chez les adultes dyslexiques, ce qui engendre une moins bonne extraction phonémique par le cerveau gauche et des difficultés à intégrer ces représentations dans le plan d'action. Si les représentations sont distribuées, elles vont être moins bien intégrées dans un plan d'action qui est très latéralisé à gauche. Différents profils de dyslexie peuvent être liés à des niveaux variables de compensation par l'hémisphère droit. Donc, ce qui était intéressant dans ces données, c'est le fait qu'on arrive à expliquer différents profils de la dyslexie avec une seule mesure. Parce que jusque-là, ce qu'on entend toujours quand on lit les choses sur la dyslexie, c'est oui, c'est très hétérogène, il y a des dyslexiques comme ci, des comme ça, etc. Mais là, c'était intéressant pour cette raison qu'une seule anomalie permet d'expliquer plusieurs choses en même temps. Alors, notre conclusion, les représentations phonémiques ont un format temporel anormal. OK. Il y a un débat qui dure depuis des années sur la dyslexie, qui est de savoir si l'anomalie va se situer au niveau des représentations phonologiques elles-mêmes ou si elle va se situer au niveau de l'accès à ces représentations. Donc ça, c'est une espèce d'éternelle question dans beaucoup de pathologies neurodéveloppementales, comme la dyscalculie dont parlait Stanislas. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde les anomalies neurofonctionnelles chez les dyslexiques, donc ça c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2011, qui reprend un peu toutes sortes de paradigmes de la lecture, de la perception phonologique, etc. L'auteur a mis toutes ces études ensemble et il a regardé où est-ce qu'il y a des suractivations, où est-ce qu'il y a des sous-activations chez les dyslexiques enfants et les dyslexiques adultes. Donc là, on voit que les sous-activations sont plutôt en région postérieure, les suractivations plutôt en région antérieure. Très bien. Donc effectivement, on peut imaginer, on a un problème frontal, un problème temporal, et on peut imaginer que la communication entre les régions frontales dont la fonction va être d'aller pointer vers les représentations pour pouvoir les utiliser dans le plan d'action, donc on peut imaginer effectivement qu'il y aura un problème de piochage des informations par le cortex préfrontal dans le stock de représentation qui est représenté plutôt à l'arrière dans le cortex temporal. Donc là, il y a une étude de Boetz et dans Science qui est sortie l'année dernière, un article dans TIX, qui démontre qu'en fait l'accès aux représentations est endommagé chez les sujets dyslexiques. Dans cet article, il montre aussi que les représentations ne sont pas modifiées. Donc, je crois facilement à la partie problème sur l'accès aux représentations. J'étais moins convaincue par leur démonstration du côté intact des représentations. Je pense qu'ils n'ont pas tout testé ce qu'il faudrait tester pour montrer que ces représentations sont anormales.
Donc, on a un problème un peu logique qui est, on a un problème sensoriel. Est-ce que c'est ce problème sensoriel qui va expliquer un problème cognitif et qui du coup pourrait expliquer qu'on a des problèmes d'accès aux représentations? Est-ce que c'est l'inverse? On a un problème cognitif qui explique un problème sensoriel. C'est toujours ce débat de la causalité des choses, avec toujours cette question, dans les deux cas d'ailleurs, pourquoi est-ce que seulement la lecture est affectée? Alors, je vais essayer de vous montrer des petites choses qu'on a actuellement sur ce problème de piochage de l'information, de sélection de l'information chez les dyslexiques. Là, on a fait une autre étude qui est en EEG et IRM combiné. On a tout simplement mis nos sujets dans un scanner avec un équipement EEG sur la tête et on les a laissés soit au repos, soit regarder un documentaire. Et là, ce qu'on a regardé, on a pris la bande-son du documentaire, on a extrait ce qu'on appelle l'enveloppe, qui en gros reflète la cadence syllabique, et on regarde comment cette enveloppe va corréler avec l'activité EEG. C'est toujours cette idée de résonance, on a l'activité EEG d'un côté, on a la parole de l'autre, et on essaie de comprendre comment ces deux vont marcher ensemble. Et ce qu'on voit chez les sujets contrôle, d'abord, on retrouve ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sur les électrodes temporales. Là, on a les électrodes frontales et là, les électrodes occipitales. Sur les électrodes temporales, on a bien des corrélations avec θ et gamma. On retrouve ça sur un certain nombre d'électrodes, qui est les choses qui se passent spécifiquement dans le cortex auditif. Et là, on enregistre tout le cerveau. Donc, on a aussi cette forte corrélation dans une bande dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la bande bêta. La bande bêta, elle est entre la bande θ et la bande gamma. Lorsqu'on regarde chez les dyslexiques, c'est très net qu'il y a un problème sur cette bande bêta. Et lorsqu'on fait la différence, on a quelque chose d'assez remarquable qui est spécifiquement sur la bande bêta. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats tombent à peu près au moment où un certain nombre de groupes, nous en particulier, donc Fontolan et al., c'est nous, Fries et al., Röv-Sema, donc en Allemagne, aux Pays-Bas, tout le monde converge pour dire que cette bande bêta, en fait, elle reflète l'activité qui est descendante dans le cerveau. C'est-à-dire que typiquement, lorsque le cortex préfrontal va vouloir aller chercher de l'information dans le cortex auditif, si on se fie à ces résultats, il va utiliser la bande bêta pour aller piocher ces informations. Donc là, on a un peu des arguments pour dire qu'en effet, l'accès aux représentations est probablement aussi altéré dans la dyslexie. Lorsqu'on projette ceci sur tout le cerveau, on voit où les choses se passent. Donc c'est intéressant parce qu'on voit la spécificité à ce moment-là topographique de la chose. Ici, donc on a deux sous-bandes dans la bande bêta. On peut regarder tout ensemble, ce n'est pas très grave de les assimiler. Et effectivement, on a quelque chose dans le préfrontal, dans le temporal postérieur. On a également cette région, donc c'est intéressant parce que là, je pense que c'est probablement dû au fait que les sujets, quand ils regardent ce documentaire, ils vont naturellement chercher dans leur cortex, enfin ils font des boucles entre cortex auditif, cortex préfrontal, etc. Et puis là, c'est plutôt la représentation des visages, du regard, de la voix. Donc évidemment, il y a beaucoup ça aussi dans le documentaire. Chez les dyslexiques, on voit que la situation est très différente. On a beaucoup moins de cette activité. Et lorsqu'on fait la différence, on a quelque chose qui est très localisé sur les interactions préfrontales postérieures. Donc, on a un problème de format, d'après ce que nous, on a pu voir, on a un problème de format des représentations, donc ces unités qui sont plus petites, et puis on a un problème d'accès aux représentations. Évidemment, la causalité n'est pas établie, c'est-à-dire est-ce que le problème sensoriel a engendré des problèmes plus cognitifs qui font qu'il va y avoir des problèmes pour accéder à ces représentations? Est-ce que les problèmes d'accès à ces représentations sont observées que chez l'adulte ou elles sont déjà là chez l'enfant avant la lecture, puisque mon idée personnelle, c'est que les enfants qui vont devenir dyslexiques n'ont pas forcément de problème de perception de parole, auquel cas on ne devrait pas avoir un problème d'accès avant l'acquisition de la lecture. Quoi qu'il en soit, il y a nécessité actuellement de faire des études longitudinales sur des grandes cohortes pour établir cette causalité. Alors, il me reste quelques minutes pour vous parler de l'autisme. Alors,
donc moi, je ne suis pas une spécialiste de la dyslexie et ni une spécialiste de l'autisme, mais je suis une spécialiste de la perception de la parole. Et donc, comme je vous l'ai montré avec le travail de modélisation, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre ce que font ces oscillations gamma et ces oscillations θ et ce qui se passerait quand chacun de ces réseaux est endommagé. Donc c'est dans cette perspective que la dyslexie et l'autisme nous ont intéressés. Et en particulier parce qu'il y a des gènes qui sont communs entre les deux. Ça ne veut pas dire que les deux pathologies sont équivalentes du tout, mais il y a des gènes en commun. Il y a les mêmes régions du cerveau qui sont incriminées lorsqu'on mesure matière grise, matière blanche, etc. Voilà. Et certains disent que les profils cytoarchitectonique, c'est-à-dire l'architecture, la micro-architecture du cortex, a un profil opposé dans l'autisme et la dyslexie. Donc ça, c'est à confirmer, c'est un peu... on n'en sait pas grand-chose, mais à l'époque où on a commencé à travailler là-dessus, c'était intéressant de voir que d'autres personnes faisaient un lien entre ces deux pathologies, et en l'occurrence, un lien pour dire que les deux sont équidistants de la normalité, mais dans des directions opposées. Donc l'autisme, vous le savez tous, se caractérise par un grand nombre de symptômes, et parmi ces symptômes, il y en a un certain nombre qui vont impliquer le langage. Ce gène, qui d'ailleurs est commun aussi, qui est aussi retrouvé dans la dyslexie, est connu pour engendrer des anomalies de l'EEG. Donc là aussi, on pense qu'on n'est pas sur une fausse piste complète. Donc le phénotype dans l'autisme, celui qui nous intéresse, c'est des difficultés majeures de la communication, des réponses inappropriées au son ou un langage retardé ou absent. L'endophénotype, c'est plus ou moins la même chose que ce que je proposais pour la dyslexie. C'est des anomalies de la microcircuiterie dans le cortex. En l'occurrence, il est prouvé qu'il y a moins d'inhibition de GABA, c'est-à-dire, si vous reprenez ce petit modèle, les neurones inhibiteurs seraient moins forts, et donc on imagine facilement qu'il y aura des répercussions sur les oscillations. On voit aussi donc, ces anomalies de la migration des neurones dans le cortex. On voit d'autres types d'anomalies, comme ici des contacts entre axones qui ne sont pas du tout habituels. Donc notre hypothèse, c'est que dans ce cas-là, ce sera l'activité gamma et θ qui risque d'être altérée. On imagine que les problèmes dans l'autisme sont plus sévères que dans la dyslexie. Ils n'attendent pas le moment d'apprendre la lecture pour se manifester. Au contraire, ils sont là du départ. Et on sait, grâce au travail de modélisation, que si on n'a pas un contrôle du gamma par le θ, on ne va pas pouvoir décoder la parole. Ou du moins, le décodage va être fortement compromis. Tout ça, c'est parce que l'activité θ va synchroniser l'activité gamma et qu'en quelque sorte, c'est seulement au moment où le θ a dit « OK, à partir de maintenant, tu peux lire ce qui se passe », il dit ça au reste du cerveau, qu'on va pouvoir décoder. Si le θ ne dit rien au gamma, le gamma il court et il n'y aura pas une lecture intelligente de cette activité gamma. Donc, on a fait cette même expérience dont je parlais pour la dyslexie. On avait 15 adolescents avec autisme, 15 adolescents contrôle. On les met dans le scanner. On a choisi ce documentaire justement pour qu'ils soient intéressés. C'était évidemment très compliqué puisqu'ils sont souvent anxieux, etc. Donc on a testé évidemment beaucoup plus que ça. Il nous reste ces 15 sujets qui étaient ceux qui ont été assez patients pour accepter qu'on leur mette un EEG, accepter d'aller dans le scanner, ne pas stresser dans le scanner, etc. Donc on avait des périodes où ils regardaient ce film, des périodes de repos, et à la fin du film, on leur demandait de nous dire qui étaient les personnages principaux et de quoi parlait le documentaire. Donc un débriefing très simple, parce que, bon, ils sont autistes. Voilà, donc les résultats qu'on a obtenus, lorsqu'on regarde la partie IRM seulement de cette expérience, on regarde ici l'activité pendant le film, hein, donc c'est visionnage d'un film, qui va être supérieur chez les contrôles et par rapport aux dyslexiques. On tombe juste sur le cortex auditif. Donc ça, c'était une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi spécifique. Bon, on a aussi du pariétal un peu. Par contre, lorsqu'on regarde l'activité qui est supérieure chez les autistes par rapport au contrôle, on a tout le cortex visuel, ce qui confirme des choses qu'on savait déjà. Donc,
donc clairement, enfin, rien qu'en regardant ceci, on peut voir que lorsqu'ils visionnent un documentaire comme ça, les enfants, les adolescents autistes sont plus visuels qu'auditifs. Enfin, ils vont surtraiter cette information visuelle et ne maltraiter ou moins traiter l'information auditive. Ici, on regarde à nouveau ce qui va, la corrélation entre l'activité BOLD du signal IRM et puis le soundtrack, donc ces modulations syllabiques. Donc, chez les sujets contrôle, on a cette résonance dont je parle depuis le début et qui se manifeste ici par un effet BOLD qui est tout à fait localisé à l'endroit où on l'attendrait, dans le cortex temporal supérieur. On n'a rien chez les dyslexiques, du moins on n'a rien qui est plus que chez les contrôles. On n'a rien même chez les dyslexiques. Je pense que j'ai d'autres qui montreraient mieux la chose. Ensuite, on regarde, parce que c'était tout l'intérêt de leur mettre un EEG, c'était de pouvoir avoir l'information d'oscillation avec l'EEG et d'utiliser cette information pour regarder les données IRM. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On extrait l'information θ de l'EEG et on regarde comment les modulations de l'activité θ dans le temps vont corréler avec la réponse BOLD de l'IRM. Et donc on regarde où la corrélation est la plus forte dans le cerveau. Donc ici, à nouveau, je vous montre, parce que c'est plus simple, je vous montre directement là où les sujets autistes vont activer plus que les contrôles, et on a donc plus d'activité θ également dans le temporal supérieur. Lorsqu'on regarde l'activité low gamma, qui est celle qui nous intéresse, on a la même chose et au même endroit, plus d'activité chez les sujets autistes que les sujets contrôles. Si on remet ça en lien avec le déficit d'inhibition, puisqu'on sait que les neurones GABAergiques sont affectés dans l'autisme, on n'est pas trop étonné de voir qu'il y a plus d'activité oscillatoire dans leur cortex auditif. Ici, c'est une espèce de contrôle et qui vous montre aussi à quoi ressemblent vraiment les données. Ici, on a la corrélation EEG-BOLD, EEG-IRM, et ici, on a toutes les fréquences. Donc, chez les contrôles et chez les sujets autistes. On voit que le problème d'activité d'oscillation qui est plus forte est en fait présent sur une bonne partie du spectre, mais on a ces effets qui sont spécifiquement dans certaines bandes. Ici, d'ailleurs, la bande bêta, dans la bande gamma, on a un effet aussi dans la bande θ, mais qui n'est pas significatif. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que lorsqu'on regarde, on fait la même analyse dans le cortex visuel, à ce moment-là, on n'a rien. On n'a pas cette différence-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au cortex auditif. Ce contrôle est très important pour montrer la spécificité du problème. Donc ce qui nous intéressait, nous, c'est de comprendre si dans l'autisme, on a un problème de régulation de l'activité θ sur l'activité gamma. C'est-à-dire, est-ce que l'activité du cerveau qui est entraînée par les syllabes va pouvoir avoir cet effet de contrôle de l'activité gamma, de sorte que ce gamma ait un sens et puisse être décodé. Donc là, on regarde, on met en relation l'activité gamma et l'activité θ. On a les contrôles en bleu, où on voit une relation négative qui est tout à fait compatible avec l'idée qu'il y a effectivement un contrôle chez les sujets normaux. Et on a une relation complètement inverse chez les sujets autistes, où on a comme une espèce de potentialisation de l'un par l'autre, où les deux ensemble sortent complètement des gammes de la normalité. Donc, dans le contexte de notre modèle, pas de régulation des oscillations gamma par les oscillations θ, le codage gamma phonémique ne peut pas être, le code gamma ne peut pas être déchiffré. Donc, on voit quand même, on touche du doigt un problème qui est vraiment assez important dans l'autisme, je pense, où il y a un vrai déficit de la réception de la parole. Le sujet normal va vraiment être toujours attiré par cette cadence syllabique. On ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'on entend quelqu'un parler, on se loque avec cette cadence-là. Le sujet autiste, pour lui, la cadence syllabique n'évoque rien, et on comprend, à la lumière de ces données, l'isolement des sujets autistiques, leur non-réceptivité à la parole de leurs parents, etc. Ici,
on a essayé de regarder comment l'interaction du θ et du gamma, de voir si ça explique la sévérité de l'autisme, en fait. Donc on a fait passer ce test de quotient autistique, je ne sais pas vraiment la traduction en français. Donc 70 symptômes de l'autisme. Nos sujets contrôle, évidemment, ont un quotient autistique très bas. Ça confirme qu'ils sont contrôle. On a des limites là quand même. Et puis on voit aucune corrélation chez les sujets contrôle. Par contre, chez les sujets autistiques, on voit que ceux qui vont avoir le score le plus élevé vont être ceux qui auront l'activité combinée θ-gamma la plus anormale, c'est-à-dire la moins contrôlée. Là, on a une situation de contrôle du θ par le gamma. Là, on a une situation de potentialisation de l'un par l'autre. C'est quelque chose de compliqué à comprendre, qu'on ne comprend d'ailleurs pas encore, mais on va pouvoir utiliser la modélisation pour essayer de comprendre ce phénomène d'explosion du θ et du gamma. Voilà. Et la dernière chose, c'est que lorsqu'on interroge les parents d'enfants autistes, on a un questionnaire qui permet d'évaluer les capacités de communication verbale et non verbale. Ici, on a mis en relation cette valeur du contrôle θ-gamma avec ces scores de communication, donc ici non verbal. On a une légère tendance pour une corrélation. Par contre, lorsqu'on garde les capacités verbales, la corrélation est franche. Donc ces résultats, moi, je les trouve impressionnants, je les adore. Et je veux juste mentionner que ce papier, je l'ai mis une presse, il ne l'est pas. On l'a soumis 11 fois, à 11 journaux différents. Et voilà, il me semble que la communauté des gens qui s'intéressent à l'autisme, donc nos collègues à l'international, aux États-Unis, etc., ne sont pas prêts à recevoir ce genre d'informations. Donc on m'a dit c'est trop compliqué, on ne comprend pas. Non. Je l'ai fait lire par des spécialistes de l'autisme qui m'ont dit c'est trop compliqué. Donc c'est trop compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à poursuivre pour essayer de valider ces idées de non-réceptivité constitutionnelle à la parole humaine. Oui, la dernière chose qu'on a regardée chez ces sujets autistes, c'était la connectivité. Donc on regarde la connectivité sur la base de l'activité oscillatoire. On regarde comment le profil oscillatoire, donc là c'est les fréquences, je n'ai pas mis, excusez-moi, va au repos, va expliquer le profil oscillatoire pendant le film dans une autre région. Donc c'est une façon d'avoir accès à comment l'activité oscillatoire va permettre la communication entre deux régions. Et là, on voit tout ce qui est en violet, ici, ces flèches, c'est ce qui est déficitaire dans l'autisme. Donc on a l'impression que ce cortex auditif, il est isolé du reste du cerveau, il est isolé de tout le système de langage. Donc on comprend aussi comme ça que un sujet autiste peut être très, très fort pour manipuler des concepts, etc. Mais c'est cette entrée auditive en particulier, ce tuning à la parole qui ne marche pas. Alors, dyslexie versus autisme, c'est ça qui nous intéressait à la base. Dans la dyslexie, on a cette fréquence gamma plus élevée, donc un format phonémique réduit. Pas d'altération du rythme θ, donc la segmentation de la parole est préservée. Le décodage phonémique est possible. Le problème n'apparaît que lorsqu'on oblige un sujet dyslexique à mettre en contact ses représentations internes avec les représentations universelles. Dans l'autisme, on a un niveau anormal d'activité oscillatoire, moins d'inhibition. On n'a pas de contrôle de l'activité gamma par l'activité θ, et la segmentation de la parole et le décodage phonémique doivent être perturbés si on croit le modèle que je vous ai présenté. Alors, je veux juste mentionner un projet qui commence. Je suis à Genève maintenant dans un centre, dans un nouveau campus qui s'appelle le campus Biotech, et dans ce campus, il y a un nouveau centre pour la bio-ingénierie, la neuro-ingénierie, qui est sponsorisé, qui a reçu beaucoup d'argent d'un monsieur qui s'appelle Wyss. Donc c'est un centre qui s'appelle le Centre Wyss et qui est dédié à trouver des moyens de réparer le cerveau. Dans ce contexte, on a donc développé ce projet où on va essayer de voir si dans la dyslexie, on arrive à corriger l'activité gamma qui nous semble anormale. Donc l'idée, ça serait de faire passer ce pic qui est un peu à une fréquence plus élevée et qui domine à droite, de renormaliser la fréquence et de le relatéraliser à gauche. Alors
ça ne va pas donner des résultats. Déjà, ça ne va peut-être pas donner de résultats, mais sûrement pas rapidement. Donc, je pense qu'il nous faut au moins 3 ans pour arriver à quelque chose. Voilà, donc c'est l'intervention qu'on propose. 2 façons de le faire. L'autocalibration par neurofeedback. Donc, l'idée, c'est de mettre des électrodes sur la tête du sujet, de l'informer sur la résonance de son cortex auditif, à peu près avec la même tâche que celle qu'on avait utilisée. Et à ce moment-là, le sujet voit sur un écran que sa fréquence maximale, elle est plutôt à droite et plutôt haute. Et on va lui dire, essaye de changer la fréquence et la latéralité de ta réponse. Et le sujet, normalement, ça marche. Le neurofeedback, il y a plein d'applications du neurofeedback. Normalement, on sait déjà, d'après des études chez le singe, qu'il est possible de modifier la fréquence de l'activité gamma, donc ça on le sait. La latéralisation, on n'en sait rien, on verra. Une autre façon de faire, c'est une façon plus passive, c'est-à-dire qu'on va mettre un casque sur la tête du sujet et puis on va stimuler le côté gauche à la bonne fréquence et voir si, de façon chronique, on peut obtenir des effets bénéfiques. Évidemment, l'évaluation des impacts, de l'impact, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est sur le format des unités phonémiques, etc. Et évidemment, secondairement, sur la lecture. Voilà, donc ça, c'est un projet qui commence tout juste. Et voilà, peut-être qu'on aura des résultats un jour. Je vous remercie pour votre attention.